Dans un monde où la technologie promet l'immortalité numérique et où les réseaux sociaux continuent de diffuser les messages des défunts, la célèbre maxime d'Épicure «La mort n'est rien pour nous» résonne avec une étrange dissonance. En 2025, alors que l'intelligence artificielle brouille les frontières entre conscience et simulation, que les avancées en cryogénie défient nos certitudes sur l'irréversibilité de la mort, cette affirmation philosophique vieille de plus de 2 millénaires mérite un nouvel examen critique. L'argument d'Épicure, dans sa simplicité apparente, cache une profondeur qui continue de nous interpeller sur notre rapport à la finitude, à la conscience et à l'existence même. L'argument central d'Épicure sur l'absence de sensation repose sur son matérialisme atomiste. La mort, étant la dissolution complète de l'être, entraîne la disparition totale de la conscience et des sensations. Pour lui, l'âme est composée d'atomes qui se dispersent à la mort, rendant impossible toute expérience post-mortem. Cette perspective implique deux conséquences majeures. 1. L'impossibilité logique d'expérimenter sa propre mort. 2. L'absurdité de la craindre puisqu'elle ne peut être vécue. Cette conception s'oppose aux visions religieuses de son époque qui promettaient ou menaçaient d'une vie après la mort. La mort devient ainsi un non-événement pour celui qui l'a subi, comparable au sommeil sans rêve mais définitif. Cette vision radicale pose cependant question face aux découvertes modernes sur l'activité cérébrale résiduelle post-mortem et les états de conscience altérés. L'impossibilité d'expérimenter la mort en tant qu'état constitue un argument logique clé d'Épicure. Quand nous sommes, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus. Cette impossibilité fondamentale crée un paradoxe temporel. La mort ne peut jamais être un objet d'expérience directe pour le sujet. Cette réflexion s'appuie sur deux points. La conscience nécessite un sujet vivant. La mort implique l'absence de ce sujet. En 2025, cette perspective soulève des questions nouvelles avec l'émergence des états végétatifs prolongés et des technologies de maintien artificiel de la conscience. La frontière entre être et non-être devient plus floue, complexifiant l'argument épicurien original. Entre la vie et la mort, point de rencontre possible. Cette affirmation d'apparence simple cache l'une des réflexions les plus profondes d'Épicure sur notre condition mortelle. Imaginons un instant une ligne temporelle. D'un côté, la vie dans toute sa plénitude, de l'autre, le néant absolu. Entre les deux, un mur invisible mais infranchissable. Nous sommes comme des voyageurs qui ne peuvent jamais atteindre leur destination tout en étant conscients du voyage. En 2025, cette vision binaire se heurte aux frontières floues créées par notre médecine moderne. Dans les unités de soins intensifs, des patients flottent dans un entre-deux troublant. Leur conscience vacille entre présence et absence, défiant cette dualité que croyait immuable Épicure. Les expériences de mort imminente, relatées par ceux qui en reviennent, tissent des ponts fragiles entre ces deux rives supposées infranchissables. Plus fascinant encore, les technologies de réanimation actuelles créent des zones grises où la mort, autrefois définitive, devient réversible. Des personnes cliniquement mortes pendant plusieurs minutes reviennent à la vie, leur conscience intacte, comme si elles avaient traversé ce mur supposé infranchissable. Ces cas extraordinaires nous forcent à repenser cette dualité. Et si, plutôt qu'un mur, il s'agissait d'un voile aux multiples nuances? Cette remise en question de la dualité vie-mort épicurienne nous invite à une réflexion plus nuancée sur notre finitude. La mort n'est peut-être plus cet autre absolu de la vie, mais un processus complexe aux frontières mouvantes, redessiné sans cesse par nos avancées scientifiques et médicales. La libération de l'angoisse existentielle représente peut-être l'apport le plus précieux de la pensée d'Épicure à notre époque anxiogène d'aujourd'hui, où la quête effrénée de l'immortalité numérique et les angoisses climatiques nous confrontent plus que jamais à notre finitude. Épicure nous offre une proposition audacieuse. Si la mort n'est rien pour nous, alors l'angoisse qu'elle génère est une prison mentale dont nous détenons la clé. En comprenant que nous ne pourrons jamais expérimenter notre propre mort, nous pouvons nous libérer de cette peur paralysante qui empoisonne notre présent. Cette libération opère à plusieurs niveaux. Elle nous débarrasse de la crainte d'un au-delà potentiellement terrifiant, elle nous permet de nous concentrer pleinement sur l'instant présent, elle transforme notre rapport au temps qui nous reste. Paradoxalement, c'est en acceptant pleinement notre mortalité que nous pouvons vivre plus intensément, comme l'écrivait Montaigne, s'inspirant d'Épicure, qui apprendrait les hommes à mourir, leur apprendrait à vivre.
Dans notre société contemporaine, où les réseaux sociaux nous confrontent quotidiennement à une forme d'immortalité numérique illusoire, ce message de libération résonne avec une force nouvelle. L'angoisse de la mort s'est peut-être même intensifiée avec nos avancées technologiques, rendant la sagesse épicurienne plus pertinente que jamais. Cette approche nous invite à une forme de sérénité lucide, non pas un déni de la mort, mais une acceptation libératrice de son caractère inexpérimentable. Une sagesse particulièrement précieuse à l'heure où les angoisses existentielles semblent démultipliées par nos modes de vie modernes. Dans un monde où les notifications incessantes et les actualités anxiogènes nous projettent constamment vers un futur incertain, la sagesse d'Épicure sur le focus présent résonne avec une pertinence saisissante. Sa philosophie nous invite à un retournement radical de perspective. Plutôt que de laisser la crainte de la mort contaminer chaque instant de notre existence, il nous propose de rediriger toute notre attention vers la richesse du moment présent. C'est un véritable art de vivre qui se dessine, où chaque instant devient une opportunité de plénitude plutôt qu'une course contre la montre. Aujourd'hui, cette invitation prend une dimension particulière. Dans une époque où les algorithmes prédictifs tentent de planifier nos vies, où les assurances-vie promettent de sécuriser un futur toujours plus lointain, où les crypto-monnaies nous font miroiter une richesse future hypothétique, Épicure nous rappelle une vérité fondamentale. Le seul moment qui nous appartienne vraiment est l'instant présent. Cette philosophie du présent n'est pas un hédonisme superficiel, mais une pratique consciente. Elise a un pan. Elle nous invite à savourer les plaisirs simples plutôt que de les reporter. Elle nous pousse à cultiver des relations authentiques plutôt que virtuelles. Elle nous encourage à agir maintenant plutôt que d'attendre un moment idéal qui ne viendra jamais. Paradoxalement, c'est en cessant de nous préoccuper de la mort future que nous pouvons enfin commencer à vivre pleinement. Cette sagesse antique devient un antidote puissant à notre culture de l'anticipation permanente et de la procrastination existentielle. En définitive, Épicure nous offre une voie vers une existence plus authentique, où la conscience de notre finitude, loin de nous paralyser, devient le moteur d'une vie plus intense et plus consciente. Dans sa critique acérée des croyances religieuses et des superstitions sur l'au-delà, Épicure déploie un argumentaire dont la force subversive résonne encore intensément aujourd'hui à l'ère du retour du spirituel et des nouvelles formes de croyances numériques. Pour Épicure, les religions entretiennent la peur de la mort en promettant ou menaçant d'une existence post-mortem. Ce faisant, elles créent une double angoisse, celle de mourir et celle d'un jugement dans l'au-delà. Cette critique s'articule autour de plusieurs points percutants. La terreur de l'enfer, utilisée comme instrument de contrôle social, est démontée par son raisonnement. Si nous ne pouvons rien expérimenter dans la mort, comment pourrions-nous souffrir de tourments éternels ? Les promesses d'un paradis céleste sont tout aussi illusoires. Un esprit qui n'existe plus ne peut goûter aucune félicité. Aujourd'hui, cette critique prend une dimension nouvelle face à l'émergence du transhumanisme promettant une forme d'immortalité technologique, les religions digitales offrant des paradis virtuels, le développement d'IA prétendant pouvoir préserver notre conscience. Plus subtilement, Épicure dévoile comment ces croyances nous volent notre présent, en le subordonnant à un hypothétique futur post-mortem. C'est un véritable manifeste pour la liberté de penser. En nous libérant de ces superstitions, nous pouvons enfin vivre pleinement, sans le poids d'un jugement divin imaginaire. Cette démystification épicurienne garde toute sa pertinence face aux nouvelles mythologies contemporaines, qu'elles soient religieuses, technologiques ou New Age. Elle nous invite à une lucidité radicale. La seule vie qui compte est celle que nous vivons ici et maintenant. La puissance logique de l'argument épicurien se heurte pourtant à une réalité plus complexe et nuancée, le processus même de la mort. Aujourd'hui, les avancées en neurosciences et en médecine palliative nous révèlent une vérité plus subtile que la simple dichotomie épicurienne. L'argument d'Épicure présente plusieurs angles morts significatifs. D'abord, il néglige la phase transitoire de la mort, ce moment où la conscience s'estompe progressivement. Les neurosciences modernes nous montrent que la mort n'est pas un interrupteur qu'on actionne, mais plutôt un dégradé de conscience. Les études sur les patients en fin de vie révèlent des états de conscience altérés, des moments de lucidité intermittente, créant une zone grise que la philosophie épicurienne n'avait pas anticipée. Plus troublant encore,
Les recherches récentes sur l'activité cérébrale post-mortem suggèrent une persistance de certains processus neuronaux plusieurs minutes après l'arrêt cardiaque. Ces découvertes questionnent la vision binaire d'Épicure. Où placer exactement la frontière entre être et non-être? La médecine palliative contemporaine nous confronte à des états limites. Les comas artificiels où la conscience est volontairement suspendue, les états végétatifs où subsiste une forme minimale de conscience, les morts cliniques temporaires suivies de réanimation. Face à ces réalités médicales, l'argument «la mort n'est rien» semble parfois insuffisant pour appréhender la complexité du processus de fin de vie. La crainte ne porte plus uniquement sur l'état de mort lui-même, mais sur ce passage graduel, cette transition dont nous commençons à peine à comprendre les mécanismes. Cette limite de l'argument épicurien nous invite à repenser notre rapport à la mort non plus comme un événement instantané, mais comme un processus complexe nécessitant une approche plus nuancée de l'accompagnement en fin de vie. La question de la souffrance des proches constitue peut-être l'angle mort le plus saisissant de la philosophie épicurienne sur la mort. Si la mort n'est rien pour nous, elle est pourtant tout pour ceux qui restent. En 2025, cette dimension prend une coloration particulière. Les réseaux sociaux maintiennent une présence virtuelle des défunts. Leurs photos continuent d'apparaître dans nos souvenirs numériques, leurs messages restent gravés dans nos conversations, leurs profils deviennent des mémoriaux digitaux. Cette immortalité numérique complexifie le processus de deuil et met en lumière les limites de l'argument épicurien. La souffrance des proches se manifeste à plusieurs niveaux. Le vide existentiel laissé par l'absence, la persistance des liens affectifs malgré la disparition physique, le poids des regrets et des non-dits, la confrontation quotidienne avec les traces numériques du défunt. L'argument d'Épicure, centré sur l'expérience, ou plutôt la non-expérience du mort, néglige la dimension sociale et relationnelle de la mort. Dans notre monde hyperconnecté, la mort d'un être cher crée des ondes de choc qui se propagent à travers les réseaux sociaux, touchant parfois des milliers de personnes. La technologie moderne amplifie paradoxalement cette souffrance. Les algorithmes qui continuent de suggérer le défunt comme ami, les rappels d'anniversaire automatiques, les photos qui surgissent dans nos flux, autant d'éléments qui maintiennent une forme de présence fantomatique et prolongent la douleur du deuil. Cette limite fondamentale de la pensée épicurienne nous invite à repenser notre rapport à la mort non plus uniquement comme une expérience individuelle, mais comme un phénomène profondément social, qui nécessite de nouveaux outils philosophiques pour être pleinement appréhendé. La confrontation de la pensée épicurienne avec les avancées médicales d'aujourd'hui crée un fascinant dialogue entre philosophie antique et futurisme technologique. L'affirmation « la mort n'était rien pour nous » se trouve bousculée par des innovations qui redéfinissent les frontières mêmes de la mort. La cryogénie, promesse d'une pause dans le processus de la mort, défie directement la conception épicurienne. Quand des entreprises proposent de congeler des corps dans l'espoir d'une résurrection future, que devient l'argument de l'impossibilité d'expérimenter la mort? Ces corps en suspension ne sont ni vraiment morts ni vraiment vivants, créant un état liminal qu'Épicure n'aurait pu concevoir. L'intelligence artificielle ajoute une autre dimension troublante, les avatars numériques qui simulent la personnalité des défunts, les systèmes de conversation basés sur les données personnelles du mort, les projets de téléchargement de la conscience. Ces avancées créent une forme d'immortalité partielle qui questionne la dichotomie vie-mort traditionnelle. Quand une IA peut continuer à interagir en imitant parfaitement le défunt, la mort est-elle vraiment rien? Plus concrètement, les progrès en réanimation et maintien artificiel de la vie créent des situations inédites. La possibilité de ressusciter cliniquement plusieurs minutes après un arrêt cardiaque, le maintien de fonctions cérébrales minimales dans des corps artificiellement maintenus, les greffes d'organes qui prolongent la vie de certaines parties du corps. La médecine contemporaine transforme ainsi la mort d'un événement en un processus potentiellement réversible, questionnant profondément la pertinence de l'argument épicurien dans notre contexte technologique. Ces avancées nous forcent à repenser non seulement notre définition de la mort,
mais aussi notre rapport à la finitude dans un monde où la technologie repousse sans cesse les limites du possible. La sagesse épicurienne doit désormais dialoguer avec ces nouvelles réalités qui brouillent la frontière entre vie et mort. Le débat sur la conscience et l'expérience subjective face à la mort révèle une dimension fascinante que la philosophie épicurienne n'avait peut-être pas pleinement anticipée. En 2025, les neurosciences et la philosophie de l'esprit nous offrent un nouveau prisme pour examiner cette question millénaire. Lorsqu'Épicure affirme que la mort n'est rien pour nous, il présuppose une vision binaire de la conscience. On est soit conscient, soit on ne l'est pas. Or, les recherches contemporaines, sciences et des recherches contemporaines, révèlent une réalité bien plus nuancée. Les états modifiés de conscience nous montrent des niveaux variables de conscience subjective. Les expériences de mort imminente suggèrent des formes de conscience persistant au seuil de la mort. Les études sur le cerveau mourant révèlent une activité neuronale complexe jusqu'aux derniers instants. Plus troublant encore, les découvertes récentes en neurosciences cognitives soulèvent des questions fondamentales. Qu'est-ce qui constitue vraiment l'expérience subjective ? La conscience peut-elle exister sous des formes que nous ne comprenons pas encore ? Comment définir la frontière entre conscience et inconscience ? Les patients sortant du coma rapportent parfois des expériences subjectives qu'ils étaient incapables d'exprimer dans leur état. Ces témoignages suggèrent que l'absence de signes extérieurs de conscience ne signifie pas nécessairement l'absence d'expérience intérieure. La question devient encore plus complexe avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Si une IA peut simuler la conscience, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature même de l'expérience subjective ? La mort représente-t-elle vraiment la fin de toute expérience ou simplement la transformation de celle-ci ? Cette réflexion nous invite à une humilité philosophique. Peut-être que notre compréhension de la conscience et donc de son absence dans la mort reste encore trop limitée pour affirmer catégoriquement qu'elle n'est rien pour nous. Si la logique épicurienne garde sa force libératrice, nous invitant à nous détacher de l'angoisse de la mort pour mieux embrasser la vie, elle se heurte aujourd'hui à des réalités plus complexes. La frontière entre vie et mort, autrefois si nette, s'estompe dans les brumes de la cryogénie, de l'intelligence artificielle et des états de conscience modifiés. Notre époque numérique ajoute une nouvelle couche de complexité. L'immortalité digitale de nos données, la persistance de nos traces numériques, la possibilité de créer des avatars qui nous survivent, questionnent profondément notre rapport à la finitude. Paradoxalement, c'est peut-être dans cette tension entre la sagesse antique et les défis contemporains que réside la plus grande richesse de la pensée épicurienne. Elle nous invite non pas à accepter aveuglément ses conclusions, mais à poursuivre une réflexion toujours renouvelée sur notre condition mortelle. En définitive, si la mort n'est rien pour nous, la façon dont nous pensons la mort, elle, est tout pour notre manière de vivre. Dans un monde en mutation constante, cette réflexion philosophique reste plus que jamais nécessaire pour éclairer notre chemin entre les certitudes anciennes et les questionnements nouveaux.